Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bien le bonjour, bien le bonsoir. Bienvenue sur Métropole à l'heure de la rubrique Le Point. Aujourd'hui, notre invité, c'est le sociologue canadien d'origine haïtienne, Frédéric Boiron. On parlera politique avec lui, on parlera surtout de la crise haïtienne vue du Canada. Il y a de cela quelques mois, nous avons lancé cette série avec le sociologue Frédéric Boiron, la crise haïtienne vue du Canada. Pour plusieurs raisons, parce qu'il est haïtien, il évolue dans le milieu haïtien au Canada, il est sociologue, mais il a écrit plusieurs ouvrages sur la crise sociopolitique haïtienne. Donc, et il suit de très près aussi la géopolitique actuelle par rapport ou en rapport aussi avec la crise sociopolitique haïtienne. Et on va voir les dernières déclarations, les derniers rapports, mais aussi et surtout les perspectives pour 2024 dans le cadre de la crise sociopolitique haïtienne avec le sociologue Frédéric Boiron que nous recevons pour vous aujourd'hui sur Métropole. Bonjour, bienvenue, sociologue Frédéric Boiron sur Métropole. Plaisir partagé. Une question directe mais évasive. Quel est votre dernier regard sur la crise sociopolitique haïtienne? Évidemment, nous-mêmes, nous avons des points à voir avec vous de manière spécifique, mais on voulait vous-même vous entendre au prime abord. Enfin, le titre de cette série que nous avons commencé, vous et moi, il y a quelques mois, c'est « La crise haïtienne vue du Canada ». Alors, maintenant, ce que je pourrais vous dire par rapport au Canada, depuis quelques mois, je dirais probablement depuis le mois d'octobre, le Canada ne met aucune image sur la question haïtienne. Vous reprenez pour nous, parce que nous perdons peut-être l'essentiel de votre phrase, de votre déclaration, parce qu'il y a de petites coupures, vous savez, avec l'Internet. D'accord. Alors, je recommence. Allez-y. Alors, je vous disais donc, depuis le mois d'octobre-novembre, le Canada n'émet plus aucun son, aucune image sur la question haïtienne. Il n'y a plus rien, on ne dit plus rien, on ne parle plus de rien. Il n'y a plus de sanctions qui est contre les Haïtiens. Il y a le Canada qui disait leadership sur Haïti, c'est même pas prononcé dans la résolution prise au Conseil de sécurité de Kenya en Haïti. Donc, totalement, le Canada ne fait plus partie des joueurs importants sur la crise haïtienne. Maintenant, pourquoi la question, est-ce que c'est parce que l'on sait qu'on a déjà tout fait, on parle du Canada, ou bien est-ce que c'est parce qu'on a un peu de regret? Autrement, est-ce que c'est parce qu'on a remarqué que ça n'a pas donné de fruits escomptés et espérés? C'est parce qu'au début, il n'y a jamais eu une feuille de route sur la question haïtienne, autant par le Canada que par qui dirige Haïti, par l'international. Il n'y a pas, quand on parle, par exemple, d'intervention policière du Kenya, même la résolution du Conseil de sécurité ne donne pas ce qu'on appelle en anglais le hub. C'est-à-dire, à quoi est-ce qu'on s'attend une fois que ces policiers seraient en Haïti pour essentiellement un an? À quoi devrait ressembler Haïti? Donc, comment les élections dans la démarche d'aisance kenyenne en Haïti? Ce n'est pas clair s'il n'y a pas une table qui dit qu'est-ce qui sera fait à chaque moment, à chaque étape dans les 12 mois où cette présence sera sur le terrain en Haïti. Sociologue Frédéric Boiron, vous êtes en train de nous dire que le Canada improvisait sur le dossier d'Haïti? Répétez pour moi, s'il vous plaît. Vous êtes en train de nous expliquer que le Canada improvisait sur le dossier d'Haïti en prenant des sanctions, en annonçant sa disponibilité, en faisant semblant d'une forme de leadership. Vous êtes en train de nous dire que le Canada improvisait sur le dossier d'Haïti?
Joly, la ministre des Affaires étrangères du Canada, avait annoncé lorsqu'elle était hier bas au sommet de la France, le Canada avait développé une stratégie originale qu'il n'avait jamais vue avant. Il fallait essayer quelque chose Haïti qu'on n'avait jamais avant. C'était une série de sanctions contre des personnalités politiques, économiques, et ces sanctions-là étaient supposées être originales. Or, les sanctions étaient prises contre toutes les personnalités que vous connaissez, Laurent Lamotte, Michel Marquis, le sénateur Rony Célestin et autres. Ça n'a eu aucun effet. Aucun effet. Ça n'a pas exclu de la sphère publique. Rony Célestin était propriétaire d'une villa au Canada. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas de à ça. Et tout d'un coup, on arrête les sanctions. Plus de sanctions. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que la dernière qu'on a vu des sanctions part au début du mois de novembre. On est arrivé maintenant en 2024 et il n'y a toujours rien. Et même les personnes données, on n'a pas l'impression que ces sanctions ont fait sur. À part Laurent Lamotte qui a manifesté son désaccord avec les sanctions du cas, il n'y a pas eu de personne qui s'est objectée à ça et ça n'a rien changé. Et je sais que lors des sanctions du Canada n'a rien dit par rapport aux sanctions américaines, qui est plus précis, qui disait 60 millions de dollars dans les caisses de l'État haïtien. Les sanctions n'ont pas eu l'effet escompté. Est-ce qu'on visait? C'est parce qu'on nous a visation originale. Mais ce plan original n'a rien donné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis particulièrement déçu que le Canada n'a pas été au bout de cette proposition, que cette proposition, on s'est rendu compte qu'au bout de la ligne, ça n'a pas d'impact. Oui, maintenant, au-delà de ce silence, qu'est-ce que vous pensez que, en termes de pragmatisme, que d'abord, les dernières nouvelles qui ont été annoncées sur Haïti, les financements, plus de 100 millions de dollars, quelque chose comme ça, pour aider la police nationale à se structurer. Donc, le Canada le disait, que ce soit à travers son ambassade en Haïti, mais à travers son ministère des Affaires étrangères, à travers son Premier ministre aussi, qu'il supporterait Haïti dans le cadre de la restructuration de la police nationale. Sur la crise migratoire aussi, il y aurait un peu d'appui. Est-ce que vous pensez que ceci va être également comme de simples annonces, ou bien les paroles citées, est-ce qu'elles vont engendrer de l'action? Maintenant, former la police en Haïti, c'est quelque chose qui se fait depuis des années, former la police en Haïti. Qu'est-ce qui est attendu comme résultat? Qu'est-ce qu'on attend de développer comme compétences supplémentaires pour les policiers haïtiens? Une fois que ces compétences supplémentaires sont acquises, qu'est-ce que ces policiers auraient comme outil pour pouvoir exécuter le travail de façon correcte et que l'absence de coût. C'est-à-dire qu'on veut former, mais on ne dit pas qu'est-ce qui sera un policier formé par le Canada et la communauté internationale en 2024 ou en 2025. Et il semblera la policière anti une fois que les ont reçu cette formation. Ah, c'est ça qui manque. C'est-à-dire quand on regarde l'histoire de ce genre d'intervention ailleurs dans le monde, justement, je prépare ce que je vais présenter à Paris dimanche sur l'intervention, c'est passé l'intervention américaine en Afghanistan. On a formé des policiers en Afghanistan, formé l'armée en Afghanistan. C'est quoi le résultat final? Le résultat final, c'est que tout le monde est parti et cette police-là n'a jamais été compétente nécessaire pour pouvoir justement faire une transformation majeure. Donc, je ne vois pas en quoi
on a fait la démonstration que ces formations allaient effectivement être formatrices. Parce qu'on ne l'a pas mis nulle part. On a dit on forme, on forme. Et on a vu dans le passé, quand on formait en Haïti, il assurait que les policiers aient un salaire décent et qu'ils ne partent pas. On a vu dans les dernières nouvelles que les policiers quittaient le pays. Formés ou pas, ils quittent le pays. Donc, il n'y a pas un incitatif pour garder des policiers dans le pays. Donc, vous pouvez les former, mais s'ils partent après, s'ils abandonnent le travail, s'ils trouvent autre chose à faire. Donc, ça prend un plan beaucoup plus large que de dire on va former des policiers. Quand on fait de la formation, on s'assure aussi de faire de la rétention du personnel pour que justement on puisse capitaliser sur cette formation-là. Or, le Canada n'a pas fait cette proposition. On a tout simplement proposé on avait soulevé la possibilité de travailler à augmenter le salaire des policiers haïtiens, mais cet élément-là a disparu du plan. Donc, il n'y a pas eu une démarche soutenue et substantielle pour essayer d'obtenir des résultats. Sociologue Frédéric Boiron, j'ai eu l'opportunité de rencontrer aux membres, si vous voulez, un haut fonctionnaire de l'État haïtien, qui disait sa plus grande préoccupation et son plus grand problème, c'est que à l'étranger, les gens les moins cotés, avec une petite formation, se croient experts d'Haïti. Ceux-là qui ont peut-être quelque part échoué, ou qui ont échoué partout dans certains domaines, ils s'appellent experts d'Haïti. Et c'est un coup pour nous dire en bon créole, ou qu'il y a une fièvre et puis il y a un problème pour abcès, il y a un médicament pour abcès, il y a un médicament pour cancer, etc. C'est comme pour dire que ces gens qui se croient experts d'Haïti n'ont jamais fait d'intervention qui aident à résoudre le problème réellement. Mais vous savez, je vais vous le dire et je vais vous le redire. Quand les Américains interviennent, ils défendent les intérêts américains. Quand les Canadiens interviennent, ils défendent les intérêts canadiens. Quel que soit ce qu'on vous promet, c'est pour défendre les intérêts canadiens. Je crois que ce que essaie de vous dire ce haut fonctionnaire haïtien, il n'y a personne en Haïti qui défend les intérêts haïtiens. Il n'y a personne qui se présente et je vous invite à faire la démarche, à vous dire combien de fois dans l'histoire contemporaine d'Haïti, vous avez entendu quelqu'un dire « Je suis là pour défendre les intérêts d'Haïti, les citoyens des biens haïtiens ». Moi, je n'ai pas entendu ça. Pendant au moins les 30 dernières années, je n'ai entendu aucun intervenant, aucun politicien, aucun homme d'affaires ou femme d'affaires en Haïti dire « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de défendre les intérêts des Haïtiens ». La politique, elle est basée sur le fait que chacun a des intérêts. La République dominicaine défend ses intérêts, défend les intérêts des Haïtiens. Qu'on aime, qu'on n'aime pas Abinader, Abinader défend les intérêts des Dominicains. Il défend les intérêts des gens d'affaires de la République dominicaine. Qui défend les intérêts de la citoyenne qui se retrouve avec 3 enfants et qui a été assassinée? Qui défend ses intérêts? C'est ça le problème. La classe politique haïtienne ne défend les intérêts des Haïtiens. Alors maintenant, quand vous avez le Canada, les États-Unis, la République dominicaine qui sont payés pour défendre leurs propres intérêts, eh bien, c'est sur le dos des Haïtiennes et des Haïtiens parce qu'ils n'ont pas d'interlocuteurs valables qui défendent les intérêts des Haïtiens. Est-ce que c'est en ce sens que le Canada n'a pas accepté de prendre la tête de la mission? Est-ce que c'est pour défendre son intérêt? Est-ce que c'est le fait de ne pas vouloir prioriser quelque part cette coopération avec Haïti pour aider à résorber la crise jusqu'à ce qu'on ait l'opportunité de se rendre jusqu'au Kenya, jusqu'en Afrique, pour aller chercher du recours? Le Canada actuellement traverse une crise économique importante. Donc, dès qu'on va envoyer, qu'on va mettre comme ça, humaine
c'est une décision. Sur le plan politique, est-ce que ça se passe, c'est autre chose. La n'annonce pas les ressources humaines, une mission parce que il y a des préoccupations qui sont des préoccupations comme l'Ukraine, comme le bande de Gaza. Il y a des préoccupations qui sont beaucoup importantes présentement pour le gouvernement canadien, la société générale. La chrétienne n'est plus la au quotidien de la politique canadienne, ce n'est pas possible parce que d'autres crises sont beaucoup plus importantes qui vont avoir un impact sur la canadienne, sur l'immigration au Canada. Il y a un ensemble de facteurs qu'il faut tenir en considération qui fait que le Canada est de moins en moins intéressé en haïtienne. Maintenant, puisque vous du Kenya, le Kenya agit essentiellement comme un groupe de mercenaires qui demande 6 millions pour intervenir en Haïti et qui dit tout autant pas comme moi, pas me déplacer. Donc, et il y a encore des problèmes à cette mission parce que au niveau du pays, il y a une contestation au Kenya à savoir est-ce que c'est le rôle du Kenya d'aller aider Haïti. Maintenant, je tiens à vous faire quand même remarquer qu'on verra ce que ça veut dire tout ça, mais tous les pays qui devraient participer à cette intervention Haïti, ce sont les pays où la population est noire. Donc, il y a quand même un message qui est passé vers ça, qu'on veut éviter des susceptibilités en Haïti et on s'assure les pays blancs moins possible de cette affaire. Vous avez l'impression que sur le plan sociologique, sociopolitique, géopolitique aussi, sociologue Frédéric Boiron, que Haïti est devenu une sorte de patate chaude, une sorte de boule au charbon du fait que personne ne parle de toucher. Alors, notre mot français peut expliquer ça, une forme de pestiféré. Vous avez l'impression ça, et sur le même comme monde qui a regardé la crise sociopolitique le pays d'Haïti, mais vu de l'étranger, du Canada, et puis avec cette expérience, pourquoi pas cette expertise que vous avez sur le plan géopolitique et international? Derrière ça, ma retourne toujours son intérêt. Qui intérêt que le Canada gagne pour lui rentrer dans crise comme ça? Les crises, ça, lui rentrer là-dedans, il mêle là-dedans, il n'y a pas qu'à sortir là-dedans. Qui intérêt le gagne? Gouvernement Saint-Trudeau, son gouvernement minoritaire, n'importe qui. Il est tombé sous question haïtienne, il est tombé sous question, il est tombé sur politique interne, il est tombé sur toutes sortes de débats, bien que c'est peu probable. Sur une série de politiques internes, que bon, on gagne une coalition avec l'autre parti, le NPD, qui peut être capable de camber le pouvoir. Mais essentiellement, pas aucun pays qui voulait, pas aucun gouvernement qui voulait risquer poids sous une politique externe. En soi, au Canada, la question haïtienne était jusqu'à présent un bagage plus sentimental que économique, etc. Parce que la dame, malgré tout ce que nous avons pensé, pas fait des grosses affaires avec Haïti. Donc, c'est vraiment ça qui majeur. L'autre élément qui était gagné dans la question canadienne, non, c'était le flot d'immigrants qui a sauté Haïti, qui a rentré ici, qui a rentré aux États-Unis. C'est plus ça qui préoccupe les gens. Ce n'est pas des business en Haïti, c'est différent, mais ce n'est pas vraiment ça. Donc, est-ce que le gouvernement canadien, Trudeau, prêt à le pouvoir parce que l'échoué en Haïti, à rentrer dans le bourbier qu'on ne peut pas sortir, parce que Haïti sont liés. On ne peut pas oublier ça. C'est compliqué comme vocabulaire là de temps en temps et sur les médias sociaux, bah, il est compliqué rentrer dans ça là, sans perspective avec un gouvernement qui dit d'affection alors que le parti gagne légitimité pour voir et puis il pensait que légitimité pour le faire élection, le gouvernement pas légitime les élections, résultat élection pas qu'à légitime tout. Donc nous c'est pas
pas son mot bien, non. Haïti tourne ça en anglais, nous tout. Nous le vicieux, c'est-à-dire qu'elle plombe, bagaille qu'a gâté l'amour. Avec vous, sociologue Frédéric Boiron. En tout cas, on profite de cette petite coupure pour prendre la pause, pour observer la pause. Et au retour, on continuera donc d'analyser, mais aussi et surtout de voir les points saillants de l'actualité. La mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti qui s'annonce pour le premier trimestre de 2024. Comme nous le disions, le discours du Premier ministre annonçant donc, le processus électoral pour 2024. Il y a aussi cette déclaration donc, des sénateurs américains demandant au président Joe Biden donc, de mettre fin au trafic d'armes en provenance des États-Unis et de la République dominicaine vers Haïti. Et puis on va voir également ce que 2024 peut apporter en termes de perspectives pour Haïti avec cette crise sociopolitique, notamment où les acteurs n'arrivent pas à s'entendre même sur le strict minimum et pour dégeler la crise actuelle. Merci beaucoup de votre disponibilité à Métropole. Le sociologue Frédéric Boiron, vous qui êtes notre invité d'aujourd'hui. C'est le temps de la pause. Dans un instant, nous reviendrons pour la suite de la rubrique Le Point. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièces et Lissa Loto. Rebonjour, rebonsoir à vous tous et à vous toutes et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Votre invité, c'est le sociologue canadien d'origine haïtienne, Frédéric Boiron. On parle de la crise politique ou de la crise tout simplement haïtienne vue du Canada. C'est une série que nous avons inaugurée sur Métropole il y a cela quelques mois et puisque la crise reste entière, pourquoi pas s'aggrave de jour en jour et ça nous donne peut-être beaucoup plus de matière pour en parler davantage. Sociologue Frédéric Boiron, bienvenue et bon retour, pourquoi pas, et bienvenue à la seconde tranche de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. On va passer rapidement sur certains points. D'abord, le rapport de l'International Crisis Group qui met à nu, encore une fois, pourquoi pas, donc, certains membres de certains secteurs de la vie nationale, disant que la mission multinationale qui devrait venir ou qui doit venir aider à la résolution de la crise sociopolitique haïtienne pourra faire face à de sérieux défis. Pourquoi pas? À cause de la connivence de certains acteurs politiques, économiques et pourquoi pas donc, sociaux de la société civile avec les gangs. C'est évident. L'évidence qui est annoncée. C'est-à-dire que les gangs ne peuvent pas exister s'il n'y a pas un écosystème qui. Et cette démonstration a été faite des années, comme quoi que plusieurs acteurs l'ont démontré qu'il y a un lien direct entre le fait même de l'implantation des gangs et le PHTK. Le PHTK est au pouvoir depuis plus de 10 ans. On peut s'attendre à ce que cet écosystème soit établi et qu'il y ait bien tissé avec les tiens qui sont au pouvoir. Et regardez tous ceux qui ont été comme étant des substantiels au niveau de la fraude, au niveau de l'ancien président, etc., on retrouve majoritairement des qui sont liés au régime PHTK. Donc, les gangs ne sont dissociés d'un système politique. Maintenant, on voit aussi que les gens d'affaires ont maintenu des liens étroits avec les gangs, les chefs de gangs le disent. Donc, et malgré tout qu'on dit aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait savoir s'il y a une police ici qui est capable de faire son travail. Tout le monde a une bonne idée où se trouve le chef de gang. Mais il ne s'inquiéter. Il y en a qui font du sur YouTube, il y en a qui présentent leur prise, mais c'est n'importe quoi. Que ça puisse se faire, il y a une tolérance, il y a un système clair, les gangs. Et les gangs servent à maintenir un régime démoniaque.
Maintenant, avec cette déclaration, il y a des gens qui penseraient qu'il y aurait une réaction un peu publique, un peu collective, pour dire, mais non, si on dit que les gangs sont de connivence avec des membres de certains secteurs de la vie nationale, il y aurait peut-être une réaction plus directe en termes de pragmatisme sociopolitique, donc de la part de l'élite nationale. Mais c'est un silence de cimetière, on dirait que personne n'entend, personne ne comprend. Mais on ne s'adresse à personne, ce n'est que du vent. Je vous dis que ce n'est pas cette association entre gangs politiques et économiques. Ce n'est pas nouveau. Mais à aucun moment au cours des 2 dernières années, il n'y a eu des gens qui ont été pointés du doigt qui se sont dit des gangs ou qui ont dit « vous vous trompez ». Ce n'est pas vrai. Le secteur économique n'est pas lié aux gangs ou le secteur politique n'est pas lié aux gangs. Personne ne qui ne dit mot à dire que il y a eu des gangs criminels, il n'y a pas eu des gangs contrôle au point ils le comptent. S'ils n'avaient pas l'assement qui sont mandatés pour ceux qui le sont, parce que ce n'est pas toujours le cas, sont mandatés pour le public. Mais il n'y a pas, encore une fois, je reviens à la question des intérêts haïtiens. Qui défend le citoyen et la citoyenne? Qui se positionne pour défendre monsieur tout le monde, comme on dit? Personne. Et en parlant de défense... on ne parle jamais de l'haïtien. On ne parle jamais de l'haïtien et de l'haïtien. Ça ne concerne personne. Ça n'intéresse personne. Pensez-y, des obus. Avez-vous déjà entendu des gens dans ce pays, des gens qui vivent ce pays, vous dire leurs préoccupations pour la citoyenne et le citoyen de ce pays, pour les enfants de ce pays? Avez-vous déjà entendu vous raconter des choses? Il n'y a pas de préoccupation pour la vie humaine en Haïti. Vous voulez nous dire qu'il n'y a pas d'élite parce que là, vous êtes en train de décrire le travail que devraient faire les élites ou l'élite d'un pays de manière globale. Il y a plusieurs façons de concevoir le rôle de l'élite. Tel qu'il doit vers le haut, pas. On a devrait le pays. Et ça, ça fait partie du fondement même de la crise haïtienne. C'est-à-dire que parce que c'est une où les politiciens pensent à court terme, c'est une société où on fait plus dans le spectacle, dans le théâtre que dans la réalité. C'est une société où les gens essaient beaucoup plus de protéger leurs propres intérêts que les intérêts nationaux. Ah ben justement, c'est qu'on tire tout le bas. Et en fait, j'ai un article que j'ai publié qui s'appelle « Où est l'élite d'Haïti ?» Ce que je dis, c'est qu'il n'y en a pas d'élite en Haïti. Il n'y en a pas. Quand vous pouvez chercher partout, il n'y en a pas. Parce que quand on tire vers le bas, il n'y a pas d'élite. Mais c'est pourquoi peut-être qu'il n'y a que l'étranger qui fasse des déclarations sur Haïti. C'est en ce sens que... C'est une pensée. Il n'y a pas une pensée qui tire les gens vers le haut. Au contraire, on tire les gens vers le bas. On tire le pays vers le bas. La question que l'on souhaite vous poser, est-ce que c'est en ce sens que c'est aux États-Unis que des sénateurs, donc américains, c'est tautologique, demandent au président américain Joe Biden de travailler ou bien d'aider à stopper, à mettre fin au trafic d'armes en provenance des États-Unis et de la République dominicaine vers Haïti? Quand dit que ce sont des Américains qui pensent pour nous, quand c'est dit que ce sont des Américains qui pensent pour les Haïtiens, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème parce que ça ne devrait pas venir du Congrès américain. Ça devrait venir de la société haïtienne qui fait demande-là. S'il y avait eu une élite en Haïti, il y aurait un caucus de gens qui se présenteraient justement au Congrès américain pour faire cette demande et recevoir l'appui des sénateurs. Pas seulement pour demander le départ de gouvernement ou de président ou autre.
Je ne parle pas de ces gens qui sont au pouvoir en Haïti parce que pour moi, ils n'ont aucune légitimité pour diriger le pays. Je parle d'une société civile, de l'élite haïtienne qui se serait présentée au Congrès, qui se serait présentée au Parlement canadien pour déposer des doléances pour que ces pays et recevoir l'appui de leur pays pour justement exiger des choses comme ça. Alors, je fais le rappel, c'est un rappel journalistique, sociologue Frédéric Boiron, pour vous dire que les dernières fois où des gens qui ont pignon sur rue, je ne sais pas si vous-même comme sociologue, vous allez les appeler élites, ont fait des demandes à l'international, c'était pour exiger le départ d'un gouvernement, d'un pouvoir, d'un président ou autre. Ça, c'est un rappel de fait basique. C'est pour vous dire que peut-être pas d'abord regarder la légitimation ou la légitimité de pouvoir ou autre. Les dernières fois où des délégations haïtiennes se sont rendues au Canada, en France ou aux États-Unis, à Washington notamment, c'était pour aller dire, mais cessez de collaborer avec M. X ou M. Y, ou Mme X, Mme Y au pouvoir. C'est un rappel journalistique, pourquoi pas historique, moderne. Oui. Tout à fait. Je ne dis pas que ça n'a pas été fait. J'ai vu des gens aller à l'ONU défendre les intérêts haïtiens. J'ai vu tout ça. Mais on parlait spécifiquement des armes. On parlait spécifiquement des armes. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient dû justement demander de stopper la circulation des armes entre les États-Unis, la République dominicaine et Haïti? Moi, je dis que la mécanique qui a été faite ailleurs, c'est celle-là qui devrait toujours être d'office. C'est-à-dire que c'est pas que des sénateurs américains demandent pour nous, mais qu'on invite des sénateurs américains à le faire et qu'on aille chercher leur appui. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut agir. Ce qui me préoccupe, c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de gens en Haïti. Je connais des gens en Haïti qui sont extrêmement, je dirais, extrêmement rapides pour agir et réagir. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je voudrais voir une élite beaucoup plus active, capable justement de saisir des opportunités et d'aller défendre les intérêts haïtiens. La crise est tellement grave, la crise socio-sécuritaire notamment, un fait encore actuel. Au début de la semaine, le pays s'est réveillé, notamment Port-au-Prince, réveillé avec une pile de cadavres sur une pile fatras dans la zone d'Elma, Haïti. Le monde s'est réveillé avec ça. Près d'une dizaine de personnes brûlées, même des animaux, par contre, empilés comme ça. Donc, brûlés avec leur corps troué de balles. Et puis, aucune déclaration officielle. Et entrée sud de capitale là, toujours en situation catastrophique avec gang yo cap contrôler li, poste de péage, enlèvement, tuerie. Entrée nord de capitale là, tous ces mêmes bagailles là, poste de péage, enlèvement, tuerie. Au cœur de Port-au-Prince, ça continue. Et m'a décrit situation comme ça pour ou j'ai l'impression que crise est tellement grave que haïtiens yo prêt pour prendre charbon du feu avec main. Si même un temps soit peu que c'est capable de un minimum de solutions. Yo prêt pour boire clou gagit en bon créole hein. Et peut-être me fait des images ou même comme sociologue vous va comprendre. Yo prêt pour accepter clou gagit comme comprimé. Même si ça peut le tuer au demain, puis on dit dès que je peux me déplacer vers le nord ou vers le sud, pourquoi pas? Ce sont les déclarations des Haïtiens comme journaliste que je vous partage là, et sociologue Frédéric Boiron. En tant que sociologue qui suit l'actualité sociopolitique du pays de manière directe et indirecte, pourquoi pas? Quel est votre regard sur ce comportement de désespoir? D'abord, il y a un monde qui t'endo là, qui racontait événements ça, de cadavres dans la rue, et puis que n'est pas indigné, pas gagné qu'à indigné encore. Nous monde qui dirige un pays, légitime ou illégitime, et que yon bagay qu'on s'arrive dans le pays et que n'est pas indigné et qu'on pas passer à l'action et qu'on pas fait rien, ou insensible, ou gagner un comportement au côté qu'on dissocié du sens humain. Que pour moi, une image comme ça. Moi, j'ai chanté Emeline Michel qui relait un petit fit en coup Magali. C'est à peu près l'image ça qu'on racontait là, d'accord, de cadavres qui prennent dans la rue, qui traînent dans la rue. Ça veut dire que y a un monde
qui vivant n'est pas compté, mort n'est pas compté, évidemment, personne pas well, même le mourir à terre, moun pas well. Donc, un phénomène comme ça dans un pays, et qu'on a des gens qui dirigent un pays, et que le lendemain, pas rien qui dit, pas rien qui fait, et que même moi-même qui là, au Canada, je ne dois pas jamais entendre parler de ça, cap suivre l'actualité, je ne dois pas jamais entendre parler de ça, ça veut dire que gagner un détachement par rapport à l'humain en Haïti. Et c'est ça, je dis tout à l'heure, depuis nous commencer, je dis que le citoyen et la citoyenne ne comptent pas. Donc, image ça, pour projeter à là, confirmer que la citoyenne, le citoyen ne compte pas. Il n'est pas compté l'aile mourir, il n'est pas compté l'aile vivant. Et pour qui ça? Parce qu'il faut nous commencer encore pire pour nous dire, mais est-ce que il y a des gens qui défendent l'intérêt haïtien? Si nous ne pas défendre l'intérêt haïtien, nous ne pas défendre nous haïtiens ou haïtiens. Ça veut dire que yo mettre tuer, ça ne va pas changer rien. Donc, les gens qui dirigent, c'est eux-mêmes qui gagnent des comptes à rendre pour les bagages qui sont arrivés. Frédéric Boiron, sociologue canadien d'origine haïtienne qui parle de la crise haïtienne vue du Canada. Pas encore, mais on disait que cette crise perdure et les déclarations fusent de toutes parts aussi. L'international qui donne une apparence de préoccupation ou qui se préoccupe aussi, pourquoi pas, de cette crise, qui fait des déclarations qui annoncent de l'accompagnement. Mais la préoccupation, la plus grande préoccupation du sociologue Frédéric Boiron, c'est que l'élite haïtienne, de manière générale, politique, économique et sécuritaire, pourquoi pas de la société civile tout simplement, ne se préoccupe pas au premier degré ou ne défend pas au premier degré l'intérêt d'Haïti. C'est surtout ce dont on parlait le sociologue Frédéric Boiron. Merci beaucoup et à vous tous et à vous toutes d'avoir suivi la rubrique Le Point d'aujourd'hui avec le sociologue Frédéric Boiron. Je suis Jean-Jules Desaugustes et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.